On va donner la parole tout de suite à Julien Polleret de l'agence Vous êtes ici, donc vous êtes cofondateur de cette agence, dont on a beaucoup entendu parler ces derniers temps à propos de ce mur miroir, justement celui dont vous nous parlez ce soir. Je précise d'ailleurs que vous avez remporté à cette occasion le prix Duo at Work l'an dernier qui valorise les tandems architectes industriels. C'était notamment à cette occasion-là qu'on avait beaucoup entendu parler de votre bâtiment. Et puis je vous laisse la parole alors. Merci. On a également gagné un prix récemment, le prix Muse. Voilà, donc ça nous fait 2 prix sur cette opération. Merci à Construcacier et à la Maison de l'Architecture de nous recevoir ce soir et de nous offrir cette tribune pour parler de ce projet qui nous tient à cœur. Monsieur Habitant me met la pression sur le timing. Je vais essayer de faire au plus court. Donc on a été missionné en 2012-2014, mes associés et moi, par le groupe Barrière pour étendre l'hôtel Fouquet's, donc situé sur les Champs-Élysées. Quelques mots sur le groupe. C'est quand même un groupe qui est doté d'un patrimoine exceptionnel, qui sait allier donc un patrimoine historique et la modernité. Il possède 18 hôtels de luxe à travers la France et 3 à l'étranger, et 34 casinos. Et donc il nous a confié son fleuron de l'hôtel Fouquet's situé donc sur les Champs-Élysées. Donc on se trouve dans le Triangle d'Or à Paris. La plupart des personnes connaissent ce triangle. Il est formé par l'avenue des Champs-Élysées, l'avenue Montaigne et l'avenue Georges V. Historiquement, c'était les familles fortunées qui s'y installaient. Maintenant, on y trouve des entreprises, des commerces de luxe, des théâtres, et notamment donc l'hôtel Fouquet's, qui est à la pointe nord-ouest, avec sa brasserie en figure de proue que tout le monde connaît depuis longtemps et par des événements récents malheureux. Donc quand on zoome sur l'îlot en particulier de l'hôtel Fouquet's, donc on voit qu'il est contenu par les Champs-Élysées et par l'avenue Georges V, et également par la rue Vernet et la rue Quentin-Bochard. Et à ce jour, enfin avant notre travail, c'était un assemblage de 5 bâtiments. Donc 2 bâtiments sur les Champs-Élysées qui sont du 19e, 1862, et 3 autres bâtiments contemporains. On le voit mieux sur cette axonométrie. Donc on voit en jaune clair l'actuel hôtel Fouquet's qui comporte donc 81 clés. Alors quand on parle de clés en hôtellerie, c'est pour éviter de citer des suites ou des chambres. Ça veut dire qu'il y a 81 couchages existants. Ça évite de distinguer les différentes familles. On voit la brasserie en partie basse en orange pâle et donc cette extension en orange foncé pour laquelle on nous a demandé d'installer 19 clés au sein de cet hôtel, et donc ce qui porte à 7 l'ensemble, le nombre de bâtiments qui constituent cet ensemble. Donc on a été très fiers qu'ils nous confient cette clé de voûte à la fois de l'hôtel et à la fois du Triangle d'Or. Donc c'est aujourd'hui un assemblage d'architecture à la fois donc du 19e siècle sur les Champs-Élysées, mais également de pastiches des années 90. À gauche, c'est une construction récente qui mime l'architecture. Et bien sûr, les années 2000, avec ce projet emblématique d'Édouard François que tout le monde connaît, qui est le Moulet Troué. Juste une petite anecdote, c'est en fait une reproduction exacte du numéro 93 et 95 sur les Champs-Élysées, qui appartient à l'hôtel donc, et qui ont été scannés et qu'ils ont reproduit de façon aplatie et trouée, puisque les fenêtres se sont installées là où se trouvent les planchers de cette nouvelle construction. Donc si on remonte dans le temps, on a ici devant les yeux un cadastre de 1900. Et donc c'était une opération immobilière par le financier Joseph Thom, qui a réalisé donc les 5 bâtiments sur les Champs-Élysées, du 91 au 99. Aujourd'hui, le 91 a totalement disparu. Et donc pour nous, c'est vraiment apparu rapidement comme un patrimoine à préserver. Le 99 a subi une modification de son entrée, le porche a disparu. Donc là, on peut voir les façades du 97 et 99, donc à savoir celle de la brasserie et donc de cette extension qu'on nous a confiée. On est vraiment typiquement dans l'haussmannien. On a 4 étages carrés sur un socle commercial avec un comble brisé, ardoise, terrasson zinc, des œils de bœuf qui viennent le ponctuer, balcon au R+2, balcon au R+4, un premier étage de faible hauteur. Donc on est vraiment dans le bon goût typique du Second Empire, empire de taille. Donc là, on se retrouve sur le plan masse donc actuel de l'hôtel Fouquet's. On a encore une perception très claire des 4 bâtiments haussmanniens du 93 au 99 sur les Champs-Élysées. Et on voit donc les cours de l'îlot
ces intériorités typiques du tissu parisien dense. En axonométrie, ça apparaît de façon encore plus prégnante. L'agence porte un intérêt tout particulier à ces anfractuosités qui sont dissimulées à la vue depuis la rue, parce que pour nous, c'est vraiment la création d'espaces très étonnants et très qualitatifs. C'est l'histoire avec un S des lieux à travers ces cours qui se racontent. Et donc l'agence est convaincue de ses potentiels et on est en train de faire des recherches sur, sur cette question des arrière-cours. Donc on peut voir justement ce que ça peut donner. On se trouve ici au premier étage sur la terrasse du restaurant de l'hôtel Fouquet's existant, où justement on voit qu'ils ont supprimé un mur dans le projet d'Édouard François qui faisait la séparation entre le 93 et 95 des Champs-Élysées qu'on voit à gauche de l'image et sa nouvelle construction. Ça a permis d'offrir un recul conséquent et de mettre en arrière-plan cette mise en scène d'un cadre historique. Et ce qui nous passionne particulièrement, c'est cette idée quelque part que rien n'a été dessiné, qu'on est sur une forme d'espace trouvé, non maîtrisé, et c'est cette poésie qui nous anime. Alors, contrairement à mes confrères, je vais me permettre de vous associer plutôt que simplement commenter le projet en vous faisant partager des sources d'inspiration. Alors, loin de nous l'idée de faire un cours sur l'histoire de l'art, on n'aurait pas cette prétention évidemment. C'est simplement une synthèse d'exemples qui nous habitent et qui influencent souvent notre processus de conception. Dans un premier temps, on voudrait considérer l'espace et sa représentation. Donc vous avez sous les yeux un dessin de Honte du début du XVIIe siècle, qui est une très belle perspective, pleine de mystères. Et on est assez fasciné à l'agence par cette vision occidentale contemporaine de l'espace, qui de plus en plus s'est réduite à une simple représentation perspective. On s'en sert maintenant que comme un outil de représentation. On n'est que dans un geste technique et on perd totalement le mystère, contrairement à ce dessin qui est rempli de mystère. Donc on représente maintenant simplement une réalité au moyen de perspective. Et on trouve, pour introduire le projet, que cette manière de faire appauvrit de plus en plus les conceptions de l'espace réel dans lequel nous vivons, puisque nous représentons que le réel. Du coup, pour illustrer ce propos, on a pris cette galerie du Palais Spada, donc de Borromini en 1632 à Rome, où ça illustre parfaitement le fait que le mystère était central dans l'espace et notamment dans ses représentations, en particulier dans l'architecture baroque que l'on vous présente. Et en retour, cette manière de dessiner et d'appréhender l'espace alimentait des subterfuges ainsi qu'une complexité, celle de la vérité vécue. Parce que là, c'est quand même extraordinaire, ils ont été jusqu'à incliner le plancher, le plafond et les colonnes, enfin c'est un exemple bien connu. Alors qu'aujourd'hui, on ne triche plus du tout. Maintenant, quand on dessine sur SketchUp, on se retrouve à pousser une vérité unique et géométrique. On est dans une vérité monosémique du réel. Autre exemple qui nous tient à cœur, c'est le tableau Les Ménines de Velázquez, donc en 756, où là, ce qui nous intéresse, c'est cette mise en scène totalement repliée plusieurs fois sur elle-même. C'est-à-dire qu'à gauche, vous avez à la fois Velázquez qui est en train de peindre, au milieu, vous avez le couple royal qui se fait tirer le portrait sur un miroir, donc dans le reflet, puis ensuite un observateur qui est peut-être nous-mêmes en train d'observer cette scène. Et alors là, le mystère est tout en épaisseur ici. Alors c'est très paradoxal quand on sait qu'il s'agit d'un tableau, mais c'est avec cette superposition de codes, de signes et de subterfuges qui nous a vraiment intéressés. Je vais faire attention au temps, hein, monsieur Habitant. Plus proche de nous, l'emballement du Pont-Neuf par Christo et Jeanne-Claude en 1985. Ça c'est vraiment un projet qui nous fascine particulièrement, parce que tout d'un coup, l'objet pont est totalement sorti de sa réalité, simplement en le couvrant. Alors ce dispositif dévoile l'objet et fait bégayer le réel. Alors, les questions du dévoilement du pli et de la surface sont centrales dans l'histoire de l'art, dans l'architecture, dans la philosophie et dans le cinéma. Donc, quelques sources sur lesquelles je vais passer rapidement. Bien connu, l'autoportrait au miroir sphérique de 1935 d'Escher. Ces cubes qui ont été réalisés, donc ces cubes sans titre réalisés en 1965 par Robert Morris. Donc là, ce qui nous fascine, c'est la participation du spectateur à cette œuvre et la grande efficacité et la simplicité formelle de toutes ces œuvres. Taxi Driver de Martin Scorsese en 1976. Cette scène est totalement mythique.
et sa dédicace par Mathieu Kassovitz en 1995, où là encore, la simplicité radicale génère une efficacité maximale de la forme et du fond. Cette œuvre de Dan Graham, qui s'appelle Cinéma 81, donc est un cinéma qui n'a pas été réalisé, entièrement recouvert de miroirs et avec une salle de cinéma en partie basse. Le Cloud Gate de Anish Kapoor à Chicago en 2004, où là vraiment le ciel est littéralement mis à terre. C'est comme un trou dans l'espace, c'est comme si l'objet n'existait pas. C'est assez fascinant. Ou encore la sculpture Magic de John McCracken, Magic c'est son nom, hein, en 2008. Donc on peut noter que le miroir est un objet aussi ancien que complexe, et riche de sens et très souvent utilisé dans l'art contemporain. Ah, pardon. Non, c'est ça, excusez-moi. Deep Mirror, ici, donc c'est dans la Galerie des Glaces, alors là aussi, lieu mythique, notamment avec toutes ces glaces, et il a réalisé ce projet, et où là, on sent bien que le miroir représente à lui seul la capacité de l'être humain à avoir conscience de sa propre existence. Et enfin, très proche de nous, le Inception de Christopher Nolan en 2010, où le miroir est lié à la question de la représentation. Il renvoie l'imaginaire collectif à l'infini, à la vanité et à une forme d'inquiétante étrangeté qui nous passionne. Donc, je vais vous présenter le projet maintenant. Donc là, on est sur un plan d'étage courant, on est au 3e étage, donc toujours en jaune pâle l'hôtel existant et en orange son extension. Donc on voit la grande cour existante, et nous avions donc une toute petite cour qui fait 140 mètres carrés, qui est occupée sur son rez-de-chaussée, sur son premier étage, par la cuisine de la brasserie du Fouquet's, et donc qui a totalement cassé son échelle dans sa verticalité. C'est ce qu'on peut voir sur cette coupe façade est, puisque la partie basse a totalement été phagocytée par le commerce. Donc maintenant, côté cour, elle ne fait que 3 niveaux avec un comble. Sur la photo, vous pouvez voir qu'elle était vraiment en piteux état quand on l'a récupérée. C'était une arrière-cour sans qualité. Sur la coupe façade ouest, on peut voir les ajouts successifs de réseaux qui ont été nécessaires à la brasserie et aux bureaux qui occupaient les étages supérieurs. Et enfin, sa coupe sur la coupe façade nord, où on peut voir le mur mitoyen du fond, donc le 46 avenue Georges V, qui n'est autre que l'immeuble d'entrée de l'hôtel, et avec ce mur en trompe-l'œil que vous voyez à la fois en dessin et à la fois en photo, avec ses fausses baies. Et donc ça a été une découverte, parce que pour nous, en fait, il s'agit de murs renards. Renards parce que c'est des murs qui sont rusés. Donc vous avez à gauche l'hôtel de Sully, où là les baies sont pleines, et à droite le musée de l'histoire du judaïsme, où là ils ont été jusqu'au bout, hein. Le mur ne fait que 80 cm d'épaisseur, il est en miroir du mur qui lui fait face, et ils ont mis des baies vitrées, enfin ils ont vraiment été jusqu'au bout de cet effet de symétrie. Donc du coup, vous pouvez voir sur cette axonométrie et cette photo les vestiges du mur renard, donc de ce mur factice avec les moulages en relief, ornementé, tel un vrai mur, et aux baies pleines. Alors, pour le coup, ce n'est pas totalement le symétrique de l'immeuble haussmannien. On pense que c'était un reste. Il n'en demeure pas moins qu'il nous a inspiré. Ensuite, alors, ce qu'il faut savoir, c'est que donc, on voit à gauche et à droite en bleu, les cernets bleus, c'est le 93 et 95 donc, de l'hôtel Fouquet's existant, et à droite également, c'est le 46 avenue Georges V. Il n'avait pas donc les étages supérieurs de cet angle, qui sont en rouge. Et cet ensemble d'immeubles est donc PVP, donc protection ville de Paris, avec une inscription parcelle à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques de 90. Bon, j'ai une petite anecdote, mais je ne sais pas si j'ai le temps sur ce sujet. Si. Ah, merci. Alors, c'est intéressant, puisque en 1988, la brasserie le Fouquet's a failli être rachetée pour en faire une galerie marchande. Et Jacques Land a été appelé par tous les cinéastes, distributeurs, comédiens et autres pour à tout prix le faire protéger. Et à l'époque, on pouvait inscrire un bâtiment uniquement pour ses qualités architecturales ou pour sa décoration intérieure. Or là, ce qu'il s'agissait de préserver,
c'était une dimension sociologique du cinéma, puisque c'était le lieu de rencontre. Et donc Jack Land a effectivement fait inscrire la décoration intérieure, qui aujourd'hui est protégée, mais avant toute chose pour protéger cette activité et cette brasserie qui était, fut un temps, quasiment la dernière sur les Champs-Élysées. Et donc au-dessus, protection ville de Paris, donc on ne pouvait pas faire grand-chose. Donc on a quand même travaillé sur de nombreuses hypothèses. Alors toutes nos hypothèses étaient autour de la préservation et de la mise en valeur de cet ensemble par des interventions contemporaines autour de la lumière et de la transparence. Ici, ce qu'on vous présente, c'est un écrin de verre donc, en proue du bâtiment qui était totalement réversible parce qu'on pouvait le déposer. Et l'idée, c'était d'avoir cette vue que vous avez en bas, assez magnifique, avec une vue sur l'Arc de Triomphe. Donc à ce stade, on avait eu plein de réunions avec la Commission du Vieux-Paris, avec les architectes des bâtiments de France. La conclusion récurrente, c'était en gros, on ne veut pas voir votre intervention, ne faites rien. Toute possibilité était empêchée, voire interdite. Alors c'est un peu imposé l'idée à nous de totalement disparaître. Donc on voulait sincèrement depuis le début mettre en valeur, plutôt qu'être en valeur, donc on a cherché à disparaître. Donc ce qui nous restait à ce stade comme ingrédient, c'était une discrétion absolue, voire une disparition du projet, une nécessité de créer un recul de manière artificielle, actualiser le mur Renard comme figure historique, restaurer et valoriser l'existant, et utiliser la façade comme surface d'intervention. Alors s'ajouter à ça la présence forte du cinéma, qui est bien sûr donc très liée à l'histoire sociologique du lieu, comme je viens de le rappeler, et comme une présence dont on ne pouvait pas faire abstraction. Parce qu'à cette époque, on est passé, après-guerre, on est passé de cinéma de quartier à des quartiers de cinéma. Et donc les Champs-Élysées étaient un quartier important pour le cinéma. Et quand les films sortaient le mercredi, pour savoir le nombre d'entrées qui avaient été réalisées, tout le monde se retrouvait à Aux-Fouquet's. Et après seulement, éventuellement, le film était à Montparnasse, puis au quartier latin, et puis après en province, etc. etc. Donc c'est vraiment un lieu très important de ce point de vue-là. Alors comment disparaître tout en proposant une mise en scène de l'espace et partager cette épaisseur historique? C'est à ça qu'on a essayé de répondre avec notre projet. Donc sur cette axonométrie, vous voyez nos 3 interventions. On a voulu donc restituer l'existant et excaver. Donc ça, c'est pour la suite du dernier étage. Alors restituer l'existant parce qu'un ascenseur avait été apposé en greffe à l'intérieur. Et avec un bâtiment PVP, vous ne pouvez toucher à rien, sauf éventuellement à ce qui a été apporté après. Donc on a déposé cet ascenseur pour l'intégrer dans le bâtiment. On a profité donc pour créer une terrasse tropézienne en partie haute. On a créé à gauche un belvédère avec une vue panoptique sur tout Paris. On voit la tour Eiffel, vous le verrez tout à l'heure. Et bien sûr, on a voulu scénariser le lieu, créer des vues en implantant ce mur miroir. Donc pour ce faire, il a fallu qu'on mette en place une circulation de distribution en jaune tout autour de la cour, et avec bien sûr aucune chambre pour ne pas briser l'intimité qui donne sur cette cour, sauf la suite prestigieuse, Harcourt, au dernier niveau, pour lui offrir une vue improbable. Alors pour vendre notre idée, ce qu'il a quand même fallu retourner voir tout le monde, on a réalisé cette image virtuelle, donc en 3 dimensions. Les interlocuteurs, face à cette image en 3D, ne la comprenaient pas. Ils ne la comprenaient pas du tout. Ils étaient totalement, peut-être comme vous-même, troublés durant quelques secondes. Cette image, en fait, donnait totalement l'impression qu'il n'y avait pas de projet, qu'il n'y avait strictement rien, qu'il n'y avait rien à voir. Le regard ne savait pas s'accrocher sur quelque élément que ce soit. On est loin des représentations graphiques habituelles. Et donc ce trouble nous a totalement confortés dans le fait que notre intuition était la bonne. Et les interlocuteurs se mettaient du coup, c'est ça qui était le plus étonnant, à observer le bâtiment existant haussmannien dans le reflet qui est faux puisqu'il est virtuel, plus que sur les photos qu'on avait présentées durant toutes les années. Donc pour nous, c'était vraiment un révélateur qu'on y était. Et en plus d'être une surface réfléchissante all over, elle serait également un écran, puisqu'elle met en scène donc, depuis la cour les parties communes. Là, vous êtes face au réel. Depuis la suite Harcourt, ce qui a permis d'étendre le ciel et de voir la vue en arrière qu'on verra tout à l'heure. Également de mettre en scène le moindre mouvement. Donc aujourd'hui, il n'y a pas d'activité. Ils sont en train de réfléchir à l'implantation d'événements, de restaurants, faire peut-être des œuvres, faire intervenir des artistes, pardon, pour implanter des œuvres.
Ça met en scène également, du coup on en parlait tout à l'heure, de jour comme de nuit. Et le vide mis en scène prend une épaisseur vraiment intéressante et c'est une expérience très troublante quand on se trouve sur place. C'est celle de la dualité que seul le miroir permet d'ailleurs entre soi et son double, entre l'haussmannien et l'image. C'est une architecture qui du coup suscite et sollicite énormément, elle génère un événement. C'est de l'interactivité sans technologie, c'est du temps réel sans électronique enfin, sans numérique. C'est un temps réel archaïque, retrouvé. Le miroir nous a permis, comme Anish Kapoor, de ramener de façon très simple le ciel dans la cour, d'en assurer la continuité et de le faire redescendre. C'est une sensation très forte qui n'est pas anodine. Voir le ciel, ou même plutôt le sentir, c'est comme une expérience qu'on peut ressentir dans des contextes balnéaires, montagnards ou encore ruraux. C'est pas habituel dans les tissus denses comme Paris. L'impact sur la qualité lumineuse de la cour est très important. Et c'est vraiment ce que nous souhaitions obtenir dans cette cour, une pure expérience physique, toujours en mouvement. Et les moindres variations du ciel, du moment de la journée et du temps sont totalement magnifiées par notre mur miroir. J'en ai fini, sinon je vais être trop long.